Et le fait de vouloir dormir 1 ou 2 heures de plus pour récupérer celui de la veille, ça servira à rien, parce que le corps, c'est un leurre de croire qu'il récupère comme ça en one shot. En général, il met à peu près 48 heures, voire un petit peu, pour se réadapter à un changement de rythme. Bonjour, je suis Xavier Jalleran. Bienvenue dans ce 5e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Dans cet épisode, j'accueille Aurore Figuière, qui est spécialiste du sommeil et de la sieste flash. Au cours de cet épisode, nous parlons de l'importance du sommeil et de la récupération en général, puis nous faisons un focus sur la pratique de la sieste flash, un outil qui vous permet en 10 minutes maximum de faire le plein d'énergie à la fois physique et mentale. Aurore partage avec nous ses connaissances, mais aussi ses retours d'expérience pratiques qui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne votre sommeil et les pistes à suivre si vous pensez que vous avez besoin de progresser sur ce sujet. Avant de lancer cette interview, je vous informe que vous pouvez accéder aux notes de ce podcast en allant sur le lien suivant extraform.fr/5. Très bonne écoute. Bonjour Aurore et merci de m'accompagner pour ce nouvel épisode de Parlons Forme. Bonjour Xavier. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Yes, écoute, Aurore Figuière, je suis spécialiste du sommeil et de la sieste flash. En fait, il y a quelques années, j'ai fait une très très grosse dépression qui a été un très gros cadeau et qui m'a permis de rencontrer le monde de la sophrologie. Et alors d'abord, j'étais cliente de la sophrologie et puis ça m'a tellement plu, puis ça m'a surtout tellement sorti de mon problème du moment que je me suis dit que j'avais envie d'aider les gens avec cette méthode. Donc je me suis formée en tant que sophrologue. Ça, c'est vraiment la base. Et puis, en parallèle de ça, à la fin de la formation de sophrologie, on nous proposait des options, des spécialités. Et celle qui m'a le plus attirée, moi, c'était celle sur le sommeil. Parce qu'il y avait vraiment un aspect scientifique sur cette partie-là qui me plaisait. Je suis quand même assez cartésienne à la base, je fais des études de bio, et j'avais besoin qu'on m'explique vraiment concrètement ce qui se passe dans le corps et en quoi la sophrologie pouvait aider. Et voilà, donc j'ai fait la spécialité sommeil, donc je me suis lancée là-dessus, j'ai accompagné pas mal de personnes sur leurs problématiques de sommeil. Et puis moi à l'époque j'étais salariée en entreprise, et alors j'avais pas forcément de problème de sommeil, mais j'avais plutôt des problèmes de fatigue la journée. Puis on fait pas toujours le lien, on se dit non c'est bon, moi je dors bien, mais si on a fatigue la journée, c'est que on dort pas forcément bien la nuit. Et puis voilà, et puis en même temps j'ai pendant ce moment en entreprise où j'étais pas très bien, j'ai eu aussi une migraine pendant 1 an, une migraine qui m'a pas lâchée pendant 1 an, c'est-à-dire tous les jours. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait un élément qui était très important que j'avais appris dans la spécialité sommeil, qui était la sieste flash. On en reparlera un peu plus en détail après, et je l'ai appliqué. Donc moi j'ai commencé à appliquer la sieste flash dans l'entreprise dans les toilettes, parce que forcément sur l'open space c'était pas forcément toujours bien vu. Et puis voilà, l'histoire avec le sommeil a commencé, et après il y a des gens qui m'ont demandé, et voilà, tout est né de là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste la sophrologie, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très connu par tout le monde. Oui, alors c'est toujours la question piège sur la sophrologie. Un sophrologue a toujours beaucoup de mal à répondre à cette question, parce qu'on a l'habitude de dire la sophrologie, ça ne s'explique pas, ça se pratique. Okay. Il faut vraiment le pratiquer pour le comprendre. Alors après le mot en lui-même, c'est vraiment la cohérence entre le corps et l'esprit. C'est avoir le corps et l'esprit ensemble et calmé, pour résumer. Ce sont des techniques de respiration, des techniques de visualisation, des techniques de méditation. Il y a un peu de tout en même temps. Ça vient à la fois de tout ce qui est la pensée grecque, les personnes qui parlaient à l'époque de la Grèce antique. Ça vient aussi de l'hypnose. Forcément, l'hypnose est une grosse base dans la sophrologie. Et puis ça a été relié aussi avec tout ce qui est oriental. Donc tu as le bouddhisme, le zen, voilà. Et Caicedo, qui est le fondateur, s'est formé un peu à toutes ces méthodes et il en a créé sa propre méthode à lui, qui est la sophrologie, sachant que la sophrologie a un but existentiel, alors que d'autres méthodes un peu plus orientales, par exemple, ont vraiment un but plus spirituel. La sophrologie, on est vraiment sur l'existentiel. Donc c'est comment gérer tout de suite maintenant mon stress, mais on peut gérer tellement de choses avec la sophrologie. C'est pour ça que il y a les addictions, il y a le sommeil, il y a le stress, il y a la préparation à l'accouchement. Il y a vraiment beaucoup de voies différentes. Voilà, moi j'ai vraiment pris l'axe sommeil, pardon. Et la sophrologie dans le sommeil, c'est quoi ? C'est vraiment réadapter la biologie de son corps. C'est-à-dire que
pour bien dormir, il y a des gens qui vont prendre des médicaments, des choses comme ça pour dire j'ai besoin de plus de mélatonine, de ceci, de cela, mais en fait on fait que dérégler le corps qui lui-même naturellement sait très bien faire. Et aujourd'hui la sophrologie c'est le seul outil qui est le plus adapté pour la gestion du sommeil de manière naturelle. Alors on entend en tout cas que en général le sommeil c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour le bien-être en général. Et est-ce que tu pourrais justement nous expliquer peut-être un peu plus scientifiquement vu ton parcours justement en quoi c'est si important pour nous? Alors tu sais, même les gros scientifiques, chercheurs, etc., je crois qu'on connaît réellement que 10% du sommeil. Hein. En réalité, on connaît pas grand-chose du sommeil. Ils font des études dans tous les sens pour essayer de comprendre ça, mais c'est vraiment un mystère, le sommeil. Maintenant, ce qu'on sait vraiment sur le sommeil, parce que concrètement, si on prive quelqu'un de sommeil pendant très peu de temps, je crois que déjà au bout d'une semaine, on devient complètement taré, quoi. On le voit tout de suite sur notre santé. Les études qui ont été faites sur des humains, malheureusement, qui ont pu tester ça et qui se sont rendus compte que c'est juste impossible. Donc, concrètement, on a vu que le sommeil était divisé en plusieurs phases de sommeil. Tu as un cycle de sommeil et dans ce cycle, tu as plusieurs phases dans le même cycle. Tu as le sommeil lent, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Tu as la période de latence entre ça et le prochain cycle. Alors, on a réussi à dissocier tout ça. Donc là, on parle vraiment de ce qu'on connaît. Après, peut-être qu'à l'intérieur de tout ça, il y a des choses qu'on maîtrise pas encore et qu'on connaît pas. Et puis, on s'est rendu compte aussi que chaque phase de sommeil, dans un même cycle, permettait de récupérer différemment. Ça peut être corporellement ou physiquement. Tu vois, récupération physique, cicatrisation par exemple, choses comme ça. Tu as aussi la sécrétion de l'hormone de croissance, toute la régulation du système hormonal. Et puis, tu as aussi la récupération émotionnelle. C'est pour ça que des fois, en fonction de si tu as fait un meilleur sommeil léger dans la nuit, un meilleur sommeil profond, t'auras récupéré plus physiquement, plus émotionnellement. Donc des fois, c'est le cerveau qui n'y arrive plus, ou des fois, c'est le corps qui suit plus dans la journée, en fonction du sommeil qu'on a pu passer. On verra aussi par rapport aux siestes. L'idée d'une sieste, par exemple, c'est de ne pas rentrer dans un sommeil profond sur les longues siestes. Donc ou dans une courte sieste, en l'occurrence la sieste flash, on verra que l'idée c'est de pas rentrer dans un cycle de sommeil tout court. On va voir pourquoi, mais voilà, concrètement, scientifiquement, si tu dors pas, tu cicatrises pas, tu sécrètes pas l'hormone de croissance. Alors souvent l'hormone de croissance, on l'adapte, on se dit c'est pour les enfants, mais en fait les adultes continuent de la sécréter puisqu'on vieillit, donc forcément on continue à sécréter cette hormone de croissance. Alors ça veut pas dire que si on dort pas, on vieillit pas. Faut pas non plus faire des associations, mais concrètement ça va. Au contraire même. Comment Au contraire même, je dirais. Je pense que si on dort pas, on va vieillir bien plus vite. Concrètement, ça devient catastrophique. Et donc voilà, pour avoir toutes nos facultés mentales, intellectuelles, émotionnelles, toutes nos facultés physiques, le sommeil joue un rôle bien plus important que ce qu'on peut le croire dans notre quotidien, parce que ça a l'air anodin, comme ça on va dormir, on a l'habitude, on nous a appris oui et non, mais on a vu de par notre éducation que nos parents dormaient la nuit, ils se levaient le jour, donc on va dormir, quoi, comme on va se brosser les dents ou on va aux toilettes, c'est normal. Mais ça joue un rôle tellement important, je dirais à 90% dans notre vie, quoi, c'est vraiment essentiel, donc... Voilà, après tous les détails scientifiques, vous pouvez les trouver sur des articles plus précis, hein, mais voilà, à savoir que même les gros scientifiques connaissent que 10% de notre sommeil, hein, concrètement. Est-ce qu'on a une idée, alors je suppose que ça doit varier d'une personne à une autre, mais en moyenne de combien d'heures de sommeil il faudrait avoir pour se sentir suffisamment en forme? Ouais. Alors ça c'est une excellente question et merci de la poser parce que justement c'est tout à fait personnel. C'est-à-dire qu'on peut pas dire il faut une moyenne de 8 heures de sommeil pour être en forme. Alors on entend ça parfois à la radio, à la télé ou ailleurs. Ils disent une moyenne de 8 heures. En fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens vont être à peu près entre 6 et 8 heures de sommeil sur leur cycle. Mais il existe des personnes qui ont besoin que de 3 heures de sommeil. Elles sont très rares sur cette planète, mais il en existe. Et du coup, c'est vraiment un problème de dire qu'on a besoin de 8 heures, parce que ces personnes-là qui dorment que 3 heures, elles se réveillent à 4 heures du matin, en s'étant couchées à 1 heure, et elles se disent j'ai des problèmes de sommeil. Et pour autant, quand on fait leurs calculs vraiment précis, leur étude de sommeil précise, on se rend compte qu'en fait, elles n'ont pas besoin de plus que ça. Et ça existe. Et de la même manière qu'il y a des gens qui ont besoin de 10, 11 heures de sommeil, et c'est pas pour autant des feignants ou des gros dormeurs.
Donc ça, c'est très important de le dire. Oui, il y a une majorité de gens entre 6 et 8 heures, ça c'est vraiment une moyenne qui existe, mais il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des petits dormeurs, c'est-à-dire en dessous de 6 heures de sommeil, et des gens qui sont des gros dormeurs, c'est-à-dire au-dessus de 8-9 heures de sommeil. Et je tiens à préciser tout de suite que, parce que je sais que des gens qui vont m'entendre vont dire oui, moi je suis un gros dormeur, ou moi je suis un dormeur. Ça se calcule vraiment, parce que très souvent les gens vont dormir plus comme leur éducation leur a montré que comme leur biologie en a vraiment besoin. Ça se calcule vraiment. Alors, du coup, je suppose qu'on peut pas faire un calcul simple comme ça, mais est-ce que les gens peuvent, je sais pas, c'est une question de ressenti aussi, de niveau d'énergie, est-ce qu'ils peuvent faire des choses, par exemple, dans leur quotidien ou essayer de suivre pour, justement, pour essayer de déterminer leur niveau de sommeil le niveau de sommeil dont ils auraient besoin? Alors, si tu veux, ils peuvent déjà être à l'écoute de leur ressenti. Déjà, s'ils ont l'habitude de dormir beaucoup, mais qu'ils sont tout le temps fatigués, que dans la journée ils font des fautes d'inattention, que la nuit il y a beaucoup de réveils nocturnes, c'est que le réveil est pas du tout adapté, enfin le sommeil pardon, et donc le réveil du coup, ouais. n'est pas du tout adapté à leur biologie. Concrètement, ne pas avoir de problème de sommeil, c'est s'endormir en moins de 10 minutes, c'est avoir une nuit sans réveil nocturne supérieur à 10 minutes, et c'est se lever le matin en forme, et c'est ne pas avoir de fatigue la journée, sauf entre 13h30 et 15h, qui est un endroit à peu près normal d'avoir une petite baisse d'énergie, et pas forcément l'alimentation d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une moyenne générale. Il faut être vraiment très attentif à comment on fonctionne, les coups de barre qu'on peut avoir. Est-ce qu'on est fatigué la journée? Est-ce qu'on fait des fautes d'inattention? Est-ce que la nuit je dors bien? Est-ce que je me réveille pas? Ou si je me réveille, est-ce que ça a duré moins de 10 minutes? Est-ce que quand je m'endors le soir, je passe 1 heure dans mon lit avant de réussir à m'endormir? Et est-ce que le matin je me réveille en forme? Ouais, c'est ça. Donc ça, ce sont vraiment des critères importants. Après, très honnêtement, avec ça, on arrive déjà à se dire, voilà, je suis plutôt un petit dormeur, je suis plutôt du matin ou du soir, mais ça reste approximatif. Ça reste très approximatif. Après, il faut vraiment aller calculer ça. Il y a plein d'outils qui existent, avec un agenda du sommeil à remplir chaque jour pendant un mois, avec des questionnaires qui permettent vraiment de savoir très précisément pour chaque personne, sur une étude de sommeil, concrètement, à quelle heure je suis fait pour me coucher, combien de temps je suis fait pour dormir, et à quelle heure je suis faite pour me lever le matin, pour que ce soit optimisé pour moi totalement. Ok, donc il y a vraiment, enfin je sais pas du coup si c'est une réalité ou pas, mais il y a une notion de personnes qui vont être plutôt du matin et d'autres qui vont être plutôt du soir, par exemple. Complètement. C'est pareil, on entend pareil à la télé, la radio et compagnie, on entend, il y a une espèce de mythe comme ça sur le sommeil avant minuit, comme quoi il se réveille. Mais ça, c'est des conneries. Il y a des gens qui sont faits pour se coucher à 2 heures du matin. D'accord. Non, parce que moi aussi, j'avais entendu des choses comme ça, effectivement, comme quoi, je crois que c'était de ce que j'en avais lu, alors tu ouais. contrediras peut-être, mais que entre 22 heures et 2 heures du matin, c'était peut-être un sommeil, alors on va dire d'une façon très générale et qui veut sûrement pas te dire grand-chose, plus réparateur que si tu dormais le même nombre d'heures, mais que tu te couchais, imaginons, à minuit ou à 2 heures du matin. Ça dépend vraiment des gens. Voilà. Après, une fois de plus, les gens qui sont faits pour se coucher à 2 heures du matin, on va être plus sur ceux qui vont avoir besoin de 2-3 heures par nuit, tu vois. Et ils sont rares quand même. Enfin, ça existe, mais c'est pas non plus la majorité de la population. Donc c'est pour ça que ce que disent les médias ou les scientifiques, peut-être que c'est sur des moyennes aussi, sur une majorité de gens, ce qui est vrai. La plupart du temps, quand même, on a un coucher entre 22 heures et minuit, quoi. Pour la plupart, il y en a c'est plutôt 22, mais il y en a c'est plutôt minuit, quoi. Donc il faut vraiment le savoir parce que ça change complètement la nuit de sommeil qu'on va passer. Ouais, et puis du coup, c'est extrêmement intéressant de le savoir parce que si à partir du moment où on le sait, on va plus se mettre une pression inutile, on va pas se flageller en se disant ah bah oui, mais pourquoi je dors pas? Enfin, il y a tout cet aspect-là aussi, quoi. Ah, il y a tout cet aspect-là, puis il y a aussi un deuxième aspect, c'est que une fois que tu sais que par exemple t'es fait pour te coucher à 22 heures et te lever à 7 heures, je prends un exemple standard, si jamais un soir où tu sors et que tu rentres chez toi il est minuit, tu sauras aussi que le lendemain il faut quand même te lever à 7 heures aussi, parce que le corps sait gérer l'excès. Donc s'il sait que d'habitude c'est 22h 7h mais qu'il y a un soir où tu t'es couché à minuit, il va naturellement de toute façon te réveiller à 7 heures parce qu'il a l'habitude.
Et le fait de vouloir dormir 1 ou 2 heures de plus pour récupérer celui de la veille, ça servira à rien, parce que le corps, c'est un leurre de croire qu'il récupère comme ça en one shot. En général, il met à peu près 48 heures, voire un petit peu plus, pour se réadapter à un changement de rythme. Donc quand par exemple, les personnes qui travaillent la semaine et qui le week-end dorment plus, en fait, c'est une aberration. Alors oui, on aime bien faire ça, traîner au lit le week-end, etc. Mais en réalité, on se rend compte qu'on est fatigué. Hein. On se rend compte qu'on a du mal à récupérer le week-end. On dort jusqu'à 11 heures et puis après, toute la journée, on est somnolent. Il y a un espèce de truc comme ça qui se passe. Le corps récupère pas du tout. C'est-à-dire que le vendredi, on va le décaler. Le samedi, le dimanche, il essaie de se réadapter. Donc le dimanche soir, il commence à se réadapter au nouveau rythme qu'on lui a donné le week-end. Et puis là, c'est le lundi, il faut y bosser. Là, il remet 2 jours à essayer de se réadapter. Et puis c'est la fin de la semaine et puis on recommence. Et le fait, le corps, il comprend plus rien. Et c'est pour ça aussi que très souvent, les gens, à un moment donné, c'est les vacances. Et puis, dans les premiers jours de vacances, ils tombent malades. Parce que là, le corps, il pète un câble, quoi. c'est impossible, quoi. Donc voilà, le fait de connaître son cycle exact nous permet derrière de gérer l'excès et de savoir comment le réadapter. Et c'est là où aussi il y a la transition avec la sieste qui va être important à comprendre. Parce que, justement, le jet lag, par exemple, pour être hyper bien réglé avec les siestes, en l'occurrence la sieste flash, parce que derrière, je cherche pas à décaler mon cycle, je cherche à le re-régler, et pour le re-régler, ça va être les siestes plutôt que de chercher à dormir plus sur les phases de sommeil. Je sais qu'il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui avec les smartphones ou même d'autres outils qu'on peut mettre sur son matelas ou des choses comme ça ou à côté de son lit. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà testées et éventuellement est-ce que tu as un avis sur ces outils? Alors, les premiers outils que j'ai commencé à tester, c'est avec le téléphone portable, voilà, où on télécharge une application qui calcule mon sommeil, etc. Bon, j'ai remarqué que c'était très très approximatif quand même parce que, alors déjà, il fallait mettre son téléphone sur le matelas, ce que j'ai pas forcément envie de faire la nuit. Ouais, carrément. J'ai pas envie d'avoir un Wi-Fi dans ma tête toute la nuit, donc ça déjà c'était pas très adapté. Après, il y avait celui où on le met un peu plus loin et puis il captait mes mouvements. Enfin, j'ai testé un peu ça, mais pareil. Déjà, il calculait pas du tout mon sommeil paradoxal. Et puis c'était franchement très approximatif et moi j'avais besoin de vraies données. Donc au bout d'un moment j'ai arrêté. Après ça pouvait être très complémentaire des calculs que je fais par exemple sur l'étude de sommeil parce que une fois que moi j'ai vraiment recoupé toutes les données sur l'agenda du sommeil, les questionnaires, etc. et qu'en plus je peux avoir les données de cette appli, même si elle est approximative, ça peut être très complémentaire. Ça peut me permettre vraiment de donner des résultats encore plus précis. Mais par contre, ça calculait pas mon cycle de sommeil, par exemple. Ça, c'est un truc très important aussi à savoir, c'est combien de temps fait mon cycle de sommeil. Un cycle de sommeil, on dit que approximativement, ça fait 90 minutes, ça fait 1h30. Mais pour certaines personnes, ça peut faire 1 heure, et pour d'autres, ça peut faire 2 heures. Pareil, c'est la minorité de personnes, mais ça existe. Et du coup, ça change complètement l'heure à laquelle je vais me lever le matin en fonction du nombre de cycles que j'ai fait la nuit. Et cette appli-là, par exemple, ne calculait pas mon cycle de sommeil non plus. Il me disait pas ton cycle il dure 1 heure, 1h30, et donc du coup le matin, je savais pas exactement à quelle heure me réveiller. Donc voilà, et comme c'était approximatif, bon, je suis restée un peu en hésitation sur ce genre de fonctionnement. Et puis là, dernièrement, puisqu'on en parle, tiens, c'est intéressant. Dernièrement, je voulais un réveil. Je voulais m'acheter un réveil parce que je me réveillais avec mon téléphone qui sonnait à une certaine heure. Puis je me suis dit, tiens, je veux un réveil un peu plus expérimenté. Puis j'ai fait plein de comparatifs sur Internet, les réveils aube, tout un tas de trucs dans tous les sens. Et puis j'ai découvert un réveil là que je suis en train de tester, donc je dirais pas que je le recommande encore vraiment, mais que je trouve intéressant. Ça fait à peine 2-3 semaines que je le teste. D'accord. C'est un réveil qui cumule le côté réveil aube, donc avec une lumière, mais aussi qui calcule notre sommeil comme peuvent le faire les smartphones. D'ailleurs, c'est lié avec une application sur le téléphone. Et en fait, ce réveil, il est branché à un espèce de petit coussin gonflable qu'on met sous le matelas, au niveau de notre poitrine, en fait, sous le matelas. Comme ça, il calcule tous nos mouvements, en fait, de la nuit. Mais là, concrètement, quoi, c'est pas juste un capteur au loin qui nous capte, c'est vraiment les mouvements. C'est plus fiable qu'un son capté dans la nuit. Exactement. Ouais. Et bon, j'ai vu ça sur Internet, je me suis dit ça a l'air pas mal, puis j'ai vu surtout que les avis et les personnes qui l'avaient testé avaient l'air assez positifs, je crois qu'il avait une note à peu près de 4 sur 5, donc je me suis dit, allez, je me lance, on va tester ça. Et effectivement, il est pas mal. Alors c'est pareil, je vois que c'est pas d'une précision extrême non plus, mais je le trouve déjà plus précis que les applications que j'avais pu voir jusqu'à présent.
Et puis, il me permet d'avoir un programme d'endormissement le soir. Il me permet de calculer mon sommeil. Alors, il me dit quel est le sommeil profond, léger. Alors, il me dit le sommeil paradoxal, mais c'est pareil. J'ai l'impression que sur le sommeil paradoxal, il confond parfois le sommeil paradoxal et les réveils que j'ai eu la nuit. J'ai pu constater. Donc après, c'est à moi de savoir et me dire non, en fait, là, je me suis réveillée. Ça me permet moi de faire ce test et puis il te fait un bilan en fait tous les jours donc avec ça et puis il te dit en combien de temps tu t'es endormi, combien de temps tu t'es réveillé la nuit, les bruits qu'il y a eu la nuit, la luminosité qu'il y a eu la nuit, la température qu'il y a fait, ta fréquence cardiaque. Et du coup, tu peux recouper pas mal d'infos parce que si tu te rends compte que tu t'es réveillé la nuit mais qu'il y a eu un gros bruit, tu peux te dire bah oui, c'est à cause du bruit. C'est pas forcément un sommeil mauvais. Tu vois, ouais. Donc pas mal. Et puis il t'envoie un bilan par semaine. Et puis il te donne ton poids aussi. Donc, ça fait balance aussi. Tu te dis ah bah ok, j'ai grossi, j'ai maigri. Et en fait, ça donne pas mal de données. Et je trouve qu'il est vraiment très complémentaire des fameux calculs dont je parlais que je peux faire. Et je suis en train vraiment de le tester sur moi là. Donc c'est encore un peu court pour faire un gros retour et dire courir en magasin l'acheter parce que c'est pour ça que je donne pas le nom du réveil pour l'instant parce que je suis pas encore certaine de vouloir vraiment le recommander. Je veux le tester jusqu'au bout. Et puis voilà, mais ça c'est pas mal. Ouais, j'ai testé ce truc-là, c'était pas mal aussi. Ok, bon bah c'est bon à savoir que justement il y a quand même ce genre d'outils qui existent et qui peuvent être accessibles un peu à tout le monde quoi. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Ils sont en train de plus en plus là, je vois c'est de plus en plus perfectionné, de plus en plus précis, même si c'est pas encore ultra précis. Mais je pense que dans les années à venir, il va y avoir de beaux outils connectés ou pas d'ailleurs qui pourront nous en dire un peu plus sur notre sommeil. Tu nous as parlé du coup tout à l'heure de la sieste et notamment de la sieste flash. Alors est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et quelle est la différence avec une sieste traditionnelle ? Ouais. Alors la sieste flash, déjà elle dure entre 5 et 10 minutes. Et les autres siestes c'est 15 minutes, 1h30. Alors souvent ce sont ces 3 siestes-là dont on parle. Après j'ai déjà entendu des gens qui dormaient une demi-heure, 40 minutes. Bon, ce sont pas des siestes, je dirais, homologuées. mais voilà, après on peut dormir un peu toutes les heures. Donc la sieste flash c'est 5-10 minutes. Et la grosse différence avec les autres siestes, c'est que c'est la seule et unique sieste qui n'impactera pas sur ton sommeil de la nuit. Alors ça c'est vraiment à dissocier, par exemple quelqu'un qui n'a pas du tout de problème de sommeil et qui s'en sort très bien et qui arrive à faire ses siestes dans la journée de 20 minutes et à bien dormir le soir, c'est cool, qui continue comme ça, voilà. Il y a des gens comme ça et c'est super. Mais là je parle vraiment pour des personnes qui ont plutôt tendance à mal dormir ou avoir des périodes où ils dorment mal. Si je fais une sieste de 20 minutes la journée, ça peut décaler mon endormissement le soir. Et donc ça fait un retard de phase et donc ça décale mon sommeil. Donc c'est plus forcément adapté à qui je suis et à mon fonctionnement. Même dans les centres du sommeil médicalisés où ils ont tout un tas d'appareils de mesure, ils y reviennent aussi de plus en plus sur la sieste de 20 minutes où ils expliquent que oui, c'est une sieste qui fonctionne bien, certes, mais qui peut décaler le sommeil de la nuit. D'ailleurs, très important aussi pour les personnes qui sont insomniaques, qui ont vraiment été, diagnostiquées insomniaques, parce que insomniaque, c'est pas juste j'ai mal dormi une nuit, il y a vraiment plusieurs critères. Les insomniaques, s'ils font des siestes, c'est une catastrophe. En fait, ils continuent à être encore plus insomniaques. Donc, faire très attention. Ouais. Par contre, la sieste flash, elle n'impacte pas du tout sur le sommeil de la nuit. Pourquoi ? Parce que la spécificité, c'est que tu ne rentres pas dans un cycle de sommeil. Alors, les gens se disent, comment est-ce que je peux récupérer l'énergie si je rentre pas dans un cycle de sommeil ? Comment est-ce que je peux dormir si je rentre pas dans un cycle ? Alors, le principe de la sieste flash, c'est de basculer dans le sommeil, mais d'en ressortir tout de suite. Alors qu'une sieste de 20 minutes, on va justement faire en sorte de rentrer dans un cycle de sommeil, mais de sortir du cycle de sommeil au niveau du sommeil léger. En tout cas, on va pas rentrer en sommeil profond. D'accord. Mais on peut avoir cet effet, je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont déjà fait des siestes et qui, quand ils se réveillent après, ils disent « mais après, c'est pire ». Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je fais une sieste et après, je me sens pire qu'avant. Avec la sieste flash, tu n'as pas du tout cet effet-là. Parce que tu es pas rentré dans un cycle de sommeil, justement. Et c'est quand tu rentres dans un cycle de sommeil que tu as cet effet derrière de j'ai envie de dormir, en fait, j'ai envie de continuer ma sieste, en fait. Et après, t'es encore plus fatigué qu'avant. Donc voilà un peu les différences. Et puis, le fait de simplement basculer dans le sommeil et d'en ressortir tout de suite te permet de récupérer, dans les calculs que j'ai faits, c'est environ 1h30 de ton temps dans la journée. Alors, comment est-ce que j'ai calculé ça ? Parce que les gens me disent, je peux pas étendre le temps. Non. On fait pas un voyage dans le temps.
Concrètement, c'est que quand tu passes, t'as un gros dossier à réaliser, par exemple, et ça te prend la tête, et c'est beaucoup de concentration. Tu vas pouvoir rester concentré un certain temps, mais au bout d'un moment, ta vigilance va commencer à baisser. Et tout ce temps-là où ça commence à baisser, où tu sens que t'es fatigué, tu sens que t'es plus concentré, que tu vas faire des fautes d'inattention, mais que tu veux continuer parce que tu dois rendre ce dossier dans 2 heures et que tu peux pas t'arrêter, et ben tout ce temps-là, en fait, c'est du temps où tu passes beaucoup plus de temps à faire ce que t'as à faire, et aussi où tu fais des fautes, et donc il va falloir prendre du temps plus tard pour revenir dessus. Et voilà. Et tout ce temps-là, j'ai calculé à peu près que c'est 1h30. C'est-à-dire, tu perds 1h30 de ton temps à ne pas faire une sieste flash, en fait. D'accord. Concrètement. Alors que si tu l'as fait, derrière, tu repars complètement concentré, avec les neurones en place et à fond sur ton truc, sans faute d'inattention, etc. Donc tu gagnes 1h30 de ton temps, concrètement. Tu as parlé justement de la concentration, du fait d'être plus concentré. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits qui peuvent être attendus par ce genre de pratique? Ah oui, la sieste flash, il y a énormément de bienfaits. Alors, j'ai plus la liste en tête, là. Ça aurait été bien que je la sorte, d'ailleurs. Comme ça, j'aurais pu te lire tous les points, mais Non, mais les principaux, c'est qu'ils reviennent. Ouais. Je vais essayer de te sortir tout ce qui me revient comme ça, mais concrètement, tu as donc tout ce qui est vigilance. Vigilance. Par exemple, il y a des grosses catastrophes qu'on connaît tous, genre Tchernobyl, Challenger, la Challenger qui s'est explosé là-haut. Tout ça, ça a été prouvé que ce sont des troubles vigilance sur des personnes humaines. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des travails de nuit. Et donc, comme ils travaillent de nuit, forcément, au niveau du sommeil, c'est un peu compliqué. Et donc, perte de vigilance à un moment donné, qui fait une erreur humaine, concrètement. Et cette erreur humaine amène à une grosse catastrophe. Et ça peut être évité, par exemple. Ce genre de choses peut être évité en faisant des siestes. Donc, c'est vraiment vigilance et sécurité. Ensuite, tu as tout ce qui est performance physique. Forcément, tu récupères quand même physiquement. Alors, c'est pas comme dans un vrai sommeil. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, c'est super votre principe de la sieste flash, est-ce que je peux faire que des siestes flash et arrêter de dormir la nuit? Alors, la réponse est non. D'accord. Surtout pas. Et non, parce que comme je l'ai dit, on rentre pas dans le cycle de sommeil, donc on cicatrise pas, etc., etc. Donc, c'est très important de dormir quand même la nuit. Mais voilà, mais on récupère en termes d'énergie, c'est-à-dire ça rebooste, c'est un rebooster d'énergie. Il y a plein de choses pour rebooster l'énergie. Par exemple, ça va être, je me lève de ma chaise, je bouge, je marche, je saute un peu, je mets une musique, etc. Mais il y a aussi simplement se reposer et faire une sieste flash, par exemple. Donc voilà, en termes d'énergie, de concentration, de créativité. Créativité très important. Quand on a un métier créatif, c'est super de faire des siestes flash, parce que parfois on bloque sur un truc, on se dit j'y arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à créer, j'ai plus d'inspiration. Et le fait de faire une sieste flash permet derrière d'avoir trouvé la solution. Alors je dis pas à tous les coups, forcément, mais j'ai déjà eu des résolutions d'idées moi-même dans le cadre de la sieste flash. J'y arrivais plus, je fais ma sieste flash, je ressors de là, et je dis ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Alors moi, je suis pas dans un métier forcément créatif non plus, mais ça m'est arrivé 2-3 fois comme ça, et je me suis dit, la créativité, ça joue vachement aussi. Donc créativité, ça régule ton sommeil parce que je disais au début que tu as un sommeil personnalisé la nuit, donc à quelle heure je me couche, combien de temps je dors et à quelle heure je me lève. Mais c'est pas parce que ton sommeil sera ultra adapté que dans la journée, tu seras exempt de sieste. La sieste, c'est écrit en gros dans ta biologie, dans ton ADN. Ça veut dire que, je sais pas si on va refaire un petit parallèle historique. On est des mammifères. Mm-hmm. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Et sur cette planète, nous sommes le seul et unique mammifère à avoir ce qu'on appelle un sommeil monophasique. C'est-à-dire, je dors en une phase, donc je dors à peu près 6-8 heures pour la majorité, et puis après, on me demande d'être performant, souriant, agréable, créatif, etc. pendant 16 heures. 16 heures. Sauf que le corps, il n'est pas du tout adapté pour ça. En tant que mammifère, on n'est pas fait pour ça. D'accord. Un mammifère, il est fait pour avoir un sommeil polyphasique. Mais on a la société qui fait qu'on se lève pour aller travailler, etc., etc., et puis le soir, on se couche. Alors, il s'agit pas non plus de vivre comme les marins, toutes les 2 heures, toutes les heures, on va dormir 20 minutes, c'est pas non plus ça. Mais il faut qu'à un moment donné, dans notre vie, on remonte au corps quand même qu'on a un sommeil polyphasique. Et c'est là que c'est important de refaire des siestes, même quand on a le sommeil adapté la nuit. Donc ça régule le sommeil, puisque si je refais mes siestes, ça régule aussi mon sommeil de la nuit. Si tu es sur une sieste flash, attention, si tu dépasses la sieste, comme je disais tout à l'heure, tu risques de retarder ton sommeil. Donc voilà un peu tous les panels d'avantages qui me reviennent. Il y en a encore plein d'autres, mais
C'est les principaux. Je pense qu'il y en a un que t'as pas cité, mais je pense que je prends pas trop de risques en le citant, mais c'est la notion du stress aussi. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, ça allait un petit peu avec ce que je disais sur l'énergie, tout ça. Mais oui, complètement, tu as raison. Ça régule complètement le stress. Dans ta journée, tu as un pic de stress. L'idée, tu vas te reposer, tu te détends. Et ce qu'on appelle les ondes alpha du cerveau, c'est quand je suis là avec toi, comme ça, en train de parler, je suis sur les ondes bêta de mon cerveau. Et si je ferme les yeux, instantanément, je passe sur les ondes alpha. Et les ondes alpha, les scientifiques les ont appelées les ondes de la relaxation. Ce qui veut donc bien dire qu'on se détend rien qu'en fermant les yeux. Et quand tu fais une sieste flash, tu fermes les yeux. Donc forcément, ça aide énormément sur le stress. Complètement. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer ? Oui, complètement. Il y a des gens aujourd'hui d'ailleurs qui le font naturellement tout seuls. Je rencontre des fois des gens quand je leur explique la sieste flash, ils me disent « Ah, mais je le fais déjà naturellement, je me pose, je ferme les yeux 10 minutes, je me réveille et ça y est, je repars hyper en forme. » Donc il y a des gens qui gèrent très bien ça tout seuls. Et puis, il y en a d'autres qui sont ceux en général à qui je m'adresse, pour qui c'est plus difficile, qui n'arrivent pas naturellement à fermer les yeux, se reposer, se détendre et pas continuer de penser au truc qui leur prend la tête à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est comme si en fait, moi je fais tout le parallèle avec la guitare ou le piano, c'est-à-dire si on posait la question, est-ce que faire du piano ou de la guitare c'est accessible à tout le monde ? Oui. Bah oui. Mais il suffit juste de prendre des cours et de pratiquer. Bah là c'est exactement la même chose, ça s'apprend à faire et une fois qu'on l'a appris, après il faut pratiquer. Voilà, c'est exactement. D'accord. Ça. Est-ce que même ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser avec les enfants ? Oui, alors là je mettrais un attention. Non, mais... Ok. Attention, je j'ai pas encore mesuré en termes d'âge où est-ce qu'il faut s'arrêter. Non, je dis ça parce que ma fille a 4 ans et je lui ai pas forcément appris la sieste flash, mais j'ai déjà remarqué que ça lui est arrivé des fois tellement fatiguée que je me rappelle une fois elle était dans son bain, pour un petit exemple, elle a fait une sieste splash. J'ai appelé ça dans le bas, c'est peut-être pas le meilleur des environnements. J'ai appelé ça la sieste splash. En fait, je l'ai mis dans une petite baignoire qu'elle avait, et puis elle avait un rebord sur lequel elle avait mis la tête. Elle était un peu fatiguée, puis je suis partie faire un truc, puis à un moment donné, j'entends splash. Et en arrivant, je la regarde et je me rends compte qu'en fait, elle s'était un peu endormie sur le bord de la baignoire, et puis qu'à un moment donné, le corps a une perte de vigilance musculaire quand on est en train de s'endormir et de rentrer dans un cycle de sommeil, ce qui est exactement ce qui se passe dans la sieste flash. Et dans la sieste flash, il y a un stylo qui tombe, ou une cuillère, ou des clés, ou j'en sais rien, qui fait que ça nous réveille. Et là, elle est tombée dans l'eau, donc ça a fait splash, ça l'a réveillée. Et il était 19h30, puisque je l'ai couchée vers 20h à peu près, et derrière, pendant 3 heures, ah oui, pendant 3 heures, ça a été l'enfer. Elle a pas dormi, c'était une catastrophe. Je me rappelle très très bien. Elle avait une pêche incroyable. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut juste surtout pas faire de sieste flash aux enfants parce que c'est l'enfer. Alors bon, après, je pense qu'il y a un âge là à cet âge-là, si je fais une sieste, derrière, elle était ultra en forme. Bon, ceci dit, les enfants, ils font des siestes, mais leur sommeil n'est pas du tout le même, donc il faut qu'ils fassent des siestes, mais beaucoup plus longues. Ouais. Donc on n'est pas sur les siestes flash pour les enfants en bas âge. Si je devais donner un âge, alors je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question encore, mais est-ce que à 10-12 ans, une sieste flash? Moi j'irais plus vers l'adolescence en fait, vers l'adolescence sur la sieste flash. Avant, très concrètement, ils ont besoin de faire des siestes. D'ailleurs, des siestes beaucoup plus longues, concrètement. D'ailleurs, à l'école, moi je vois ma fille, là, elle est en moyenne section de maternelle, ils ont déjà arrêté de leur faire la sieste. Ouais. Et moi je trouve ça vraiment aberrant parce que le soir, c'est l'enfer, quoi. Elle est ultra excitée tellement elle est fatiguée, en fait. C'est une catastrophe. Et puis, je vois des parents qui me disent, ils ont 5 ans, 6 ans, ils ont arrêté de faire la sieste parce que les enfants veulent plus faire la sieste. Mais en fait, c'est plus dans notre culture, et du coup, les parents, ils disent, il fait plus la sieste, c'est fini. Moi, je dis à ma fille, écoute, s'il faut, je t'apprendrai la sieste flash à un moment donné, quand ce sera le bon moment, mais tu vas continuer de faire des siestes, par contre, parce que pour elle, c'est vachement important. Et d'ailleurs, je me rends compte que ma fille fait partie des enfants les plus calmes de manière générale. Ouais. Parce que elle dort, quoi, concrètement. Donc voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'environnement du bain, qui a priori est pas forcément le meilleur endroit pour faire une sieste flash. Mais au-delà de ça, est-ce que ça doit se faire dans un environnement particulier ou ça peut se faire un peu partout? Alors il y a plusieurs manières de voir les choses. Moi, quand je me suis intéressée à la sieste flash, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce modèle,
c'est que tu peux la faire n'importe où et n'importe quand, à partir du moment où tu peux t'asseoir et t'allonger. Et ça, je trouvais ça génial parce que j'étais pas obligée d'être dans le noir, avec aucun bruit, avec personne à côté et personne qui va me déranger dans les 5 minutes. Parce que ce moment-là, il arrive jamais. Ouais. Surtout quand tu travailles. Mais voilà, c'est ça. Les gens vont me dire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas trouvé l'endroit, j'ai pas trouvé ceci. Là, il y a plus d'excuses. Il y a pas besoin d'avoir forcément une salle de repos dans ton entreprise. Il y a pas forcément besoin d'être dans le noir, etc., etc. Donc c'est vraiment. Alors c'est sûr que quand on est dans le noir, sans bruit, les personnes qui nous dérangent et rien à faire dans l'heure qui vient, on se sent plus apaisé, plus calme. Donc c'est plus propice à s'endormir. Et c'est pour ça que je dis que la sieste flash, ça se pratique, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'au début on va pas forcément réussir à s'endormir dans la sieste flash? C'est que on va stresser parce qu'on va se dire dans un quart d'heure j'ai un truc qui commence, ou parce que on va entendre un petit bruit à côté d'une imprimante qui est en train d'imprimer quelque chose, ou voilà, il y a plein de choses qui font que du coup le cerveau est tellement en survigilance sur le milieu extérieur qu'on a du mal à se concentrer sur nous. Et c'est ça qui se pratique. Mais après, tu peux la faire partout. Tu peux la faire en boîte de nuit, tu peux la faire dans une bibliothèque, tu peux la faire dans un parc. Tu peux. Alors dans le bain, effectivement, c'est pas forcément adapté. Mais moi, je l'avais aux toilettes, tu vois. Donc voilà, tu peux la faire. À partir du moment où tu peux t'asseoir, t'allonger, et que tu es assez rehaussé pour que quelque chose tombe de ta main, tu vois, sans que ça te crée un effort dans ta main de tenir un stylo ou quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu la fais pas dans un jardin par terre. Parce que là, en l'occurrence, tu peux rien faire tomber de ta main. T'es déjà par terre. Donc, se mettre sur un banc ou quelque chose comme ça. Après, tu peux la faire n'importe où et n'importe quand. Alors, t'as dit assis et allongé. Ouais. Du coup, faut avoir les deux, ou c'est l'un ou l'autre? Pardon, non, c'est l'un ou l'autre. Tu peux la faire assis ou tu peux la faire allongée. Non, tu peux la faire, ouais. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment cette idée effectivement d'entraînement et de pratique où effectivement au début on sait pas trop bien le faire, donc si on peut avoir un endroit calme, ce sera mieux. Mais à terme, on peut le faire dans des environnements plus diversifiés et beaucoup moins calmes, quoi. Oui, après, je sais pas si c'est une bonne idée de s'entraîner dans des endroits calmes parce qu'on s'habitue et qu'après il faut se réhabituer à un endroit bruyant. Donc en fait, je pense qu'il faut dès le début s'habituer à le faire n'importe où, n'importe quand, et puis au fur et à mesure apprendre à prendre de la distance avec ce qui se passe dans le milieu extérieur. Est-ce que tu recommandes éventuellement de faire qu'une seule sieste ou d'en faire plusieurs dans une même journée? Tu peux en faire plusieurs, tu peux en faire une. Je dirais que ça dépend de ton état. Tu vois, si justement, ce qu'on disait tout à l'heure, tu t'es endormi plus tard que ce que ton cycle le dit à la base, peut-être qu'il va être nécessaire dans la journée de faire 1 ou 2 siestes. Pareil, si t'es en jet lag, que tu voyages et que t'as vraiment besoin de récupérer rapidement. J'ai eu le cas de quelqu'un dernièrement qui m'a dit, écoute, je reviens des États-Unis, je sais plus d'où elle revenait exactement. Et le lendemain, elle réattaquait les cours à la fac. Et elle devait être recalée. Et je lui ai dit, là, t'as pas le choix, ça va être sieste flash 10 fois dans la journée s'il faut, quoi. Mais ça va être comme ça. Et elle s'est recalée de cette manière-là. Donc, l'avantage de la sieste flash, c'est que comme elle impacte pas sur ton sommeil de la nuit, tu peux en faire plusieurs dans la journée. Et tu peux même en faire, par exemple, je recommande souvent d'en faire une le soir après le travail. Enfin, je prends pour un salarié ou même un entrepreneur qui rentre le soir chez lui, qui a sa 2e journée après, soit avec sa famille, soit avec des amis, soit tout seul. Bref, sa 2e journée après, pour être en forme le soir. Il rentre 18, 19, 20 heures, il peut faire une sieste flash à 20 heures ou à 21 heures, et puis s'endormir derrière à 22 ou à 23 heures, ça ne décalera rien du tout. Ouais, et puis du coup, ça permet vraiment de profiter de sa deuxième partie de journée finalement, quoi. Exactement. Et pas être à bout de force pour gérer les enfants et tout ce qui va avec. Tout à fait. Exactement. Et je sais que j'ai vu sur ton site que tu parlais du fait qu'il y avait 3 niveaux de récupération. Alors, je sais pas si c'est en général ou si c'est propre à la sieste flash. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça? Oui, tout à fait. En fait, les 3 niveaux, je les ai créés parce que, à force de faire des siestes flash, je me suis rendu compte qu'il y avait des stades un peu différents. Et puis, je me suis rendu compte de quelque chose aussi, c'est qu'il y a des gens à qui j'apprenais à faire une sieste flash et qui me disaient après, oui, mais j'arrive pas à faire tomber le stylo. Et je me suis dit, mais en fait, dans une sieste flash, il faut pas vouloir absolument faire tomber le stylo, parce que si tu veux absolument faire tomber le stylo, tu vas stresser, tu vas focaliser sur le stylo. Et donc, c'est exactement pareil que la nuit quand tu te réveilles. Tu te réveilles la nuit, et là, tu regardes l'heure,
et tu commences à stresser et te dire demain j'ai un truc important, il faudrait que je dorme. Et donc là tu sécrètes pas les bonnes hormones qui vont pas faire que tu vas t'endormir, mais plutôt qui vont te réveiller. Et c'est exactement pareil dans la sieste. Donc, du coup, tu peux me rappeler la question précise que tu as posée? C'était les 3 niveaux de récupération. 3 niveaux, merci. Et donc du coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait 3 stades et que dans les 3 stades, tu récupérais quand même. Et donc en fait, je leur ai donné un nom par rapport aux ondes de cerveau, mais en gros, tu as le stade alpha, le stade theta et le stade delta. Le stade alpha, c'est celui où pendant ces 5-10 minutes, tu as fermé les yeux, tu es relaxé, mais à aucun moment le stylo est tombé. Okay. Soit parce que c'était pas le meilleur moment pour faire la sieste flash. Alors tu peux la faire à tout instant, mais il y a des meilleurs moments pour la faire que d'autres. Pareil, de manière personnalisée pour la personne. Et donc du coup, elle a juste fermé les yeux, elle s'est reposée, la personne, mais le stylo est pas tombé. Ok. Mais ça veut pas dire que j'ai pas réussi ma sieste flash. Ça veut juste dire que c'était le moment pour moi d'être comme ça et pas autrement. Mais j'ai quand même récupéré les ondes alpha, les ondes de relaxation, j'ai quand même récupéré. Par contre, à ce stade-là, j'ai pas récupéré 1h30 d'énergie. J'ai récupéré un peu moins. Alors après, j'ai pas calculé exactement, mais je récupère quand même. Forcément, ça me fait du bien. Ensuite, il y a le stade theta. Le stade theta, c'est celui où, alors j'ai remarqué aussi que ça arrivait souvent, c'est-à-dire que je me détends tellement dans ma sieste flash, mais je suis pas endormie, mais je me détends tellement que le stylo glisse de ma main. Mais je me suis pas forcément endormie. Et ça, c'est le stade encore après. C'est-à-dire que je me suis détendue encore plus, vraiment. Et tellement que, à un moment donné, on se rend compte, en fait, à force de faire la sieste flash, qu'il y a une phase au début où on sent le stylo entre les doigts. Et puis, à un moment donné, on est tellement détendu, on est bien là, on est bien réveillé, mais tellement détendu que le stylo, on a l'impression qu'il est déjà plus dans la main, alors qu'on le tient encore. Et on n'a plus la sensation du stylo au bout des doigts. Et là, c'est le moment où parfois il peut tomber s'il est pas bien tenu, ou on a les doigts qui glissent un petit peu, ou je ne sais pas. Bref, c'est le moment où il peut tomber. Et ce moment-là, c'est pas encore arrivé au moment où on s'est endormi. Donc pareil, on a récupéré encore plus. Donc c'est chouette, mais on n'est juste pas encore arrivé aux 1h30 de récupération. Et après, il y a le stade delta. Là, c'est celui où en gros, je m'endors, et en m'endormant, j'ai une perte de vigilance musculaire qui fait que là, le stylo tombe. Et la seule manière de savoir que je suis arrivé vraiment à ce stade et que je suis pas encore en theta, c'est que au moment où le stylo tombe, il y a le cerveau reptilien qui se met en alerte, parce qu'il vient d'entendre un bruit de quelque chose qui est tombé juste à côté de nous alors qu'on dormait. Et donc, il nous met en grosse alerte et il fait « C'était quoi ce bruit ?» Et à partir du moment où on a cette réflexion de dire « C'était quoi ce bruit ?» et une sorte de petite peur, on va dire, sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Et tout, la seconde d'après, on se dit « Ah, c'est rien, c'est juste que je faisais une sieste flash. Tout va bien. » Rien que ça nous permet vraiment de se rendre compte qu'on s'est endormi, que le stylo nous a réveillés et que là, on a récupéré 1h30. Donc du coup, en fait, le stylo dans la main, c'est l'astuce pour pas s'endormir plus de 5 à 10 minutes, c'est ça? Exactement. Et si le stylo ne tombe pas? Après, il y a des gens qui me disent... Comment? Si le stylo ne tombe pas. On reste une demi-heure. Alors justement, exactement, il y a des gens qui m'ont dit ça à un moment donné. Au début, j'avais pas prévu ce truc-là. Et il y a des gens qui m'ont dit ça et je leur ai dit, c'est simple, ce que tu fais, c'est que tu mets un réveil à 10 minutes ou à 15 minutes, enfin, le temps que tu as devant toi. Et puis, du coup, t'es safe pendant ce temps-là et tu peux complètement te détendre. Et puis, peut-être ton stylo, il va tomber avant que le réveil sonne et tant mieux, comme ça, voilà. Et puis, s'il tombe pas, le réveil te dit, ça y est, c'est fini. Et puis là, tu retournes travailler ou faire autre chose. Très bien. Bon, et voilà, super. Merci Aurore pour toutes ces informations. Est-ce que tu peux nous dire, à moi comme aux personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent aller s'ils veulent te suivre, en savoir plus sur ces sujets? Oui, tout à fait. Il y a une page Facebook déjà qui s'appelle Sieste Flash, tout simplement. Et puis pareil sur le site internet, tu as www.siesteflash.com. Où là il y a pas mal d'infos sur la sieste flash. Et puis j'ai créé dernièrement un autre site dont je me souviens plus du tout de l'URL, mais c'est sur l'étude sommeil. Tu peux me le donner après coup, et moi de toute façon il y a les notes du podcast qui sont mises sur le site. Donc du coup si les gens veulent venir, ils pourront, et il y aura le lien vers le nouveau site sur les notes. Tout à fait. Le site en gros c'est vraiment l'étude de sommeil dont je parlais au début, c'est-à-dire de vraiment pouvoir faire une étude de sommeil de la personne sur un mois et lui dire de manière personnalisée à quelle heure elle doit se coucher, combien de temps elle doit dormir et à quelle heure elle doit se lever. Donc voilà, okay. Créer cette partie-là aussi. Donc principalement sur ces outils-là, le site et la page Facebook Sieste Flash. Ok. Bon, merci beaucoup. Un grand merci à toi, Xavier. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que comme moi, vous avez apprécié cette discussion avec Aurore.
Avant de nous quitter, 2 points. Le premier, c'est que vous pouvez retrouver l'ensemble des notes de ce podcast sur le lien suivant, extraform.fr/5. Et si vous appréciez ce podcast et que vous êtes d'accord pour me donner un coup de pouce, vous pouvez faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner et la deuxième, c'est de laisser un avis authentique sur iTunes. Pour trouver le podcast dans iTunes, vous pouvez soit passer par le moteur de recherche de l'application et chercher Parlons Forme, soit vous passez par le lien suivant, extraform.fr/iTunes et vous serez automatiquement redirigé vers la bonne page. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Ciao!